Bonsoir et bienvenue dans le Petit Pilier. Et ça va pousser très fort ce soir car ils sortent juste des vestiaires. Ils sont très chauds. Nos deux invités pour parler pendant 20 minutes de l'actualité de l'Ovalie. Nicolas Paolorsi, correspondant d'RMC Sport à Bordeaux. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Nicolas. Jérôme Prévost du journal Midi Olympique. Bonsoir Jérôme, merci également d'être avec nous. Le menu du jour est très copieux. On va parler de l'équipe de France à 5 jours de la Coupe du Monde, bien évidemment. Premier match face à l'Argentine. On va parler Top 14, on va parler Pro D2, on va parler de Serge Blanco aussi, le Basque, qui revient un petit peu dans l'actualité. Et puis on parlera aussi de ces nouvelles règles chez les amateurs au niveau du plaquage. D'abord, l'équipe de France. Messieurs, on est lundi soir, premier match samedi matin. L'équipe de France, top ou flop? Top. L'équipe de France a gagné son dernier match de préparation avec un certain brio. Je pense que l'équipe de France peut battre l'Argentine. Oui, je vois pourquoi faudrait-il s'inquiéter. On a Rabat Slimani avec nous. Ça va tout changer? C'est un joueur qui est très fort en mêlée. Ça fait rire Nicolas en fait. Non mais ça fait rire Nicolas, juste un argument sur un joueur. C'est un pilier droit extraordinaire qui en mêlée, je l'espère, va prendre le meilleur sur l'Argentine, à condition que les arbitres ne l'aient pas dans le collimateur par rapport à sa position. Mais s'il évite ça, moi je pense qu'il peut nous aider à battre l'Argentine en effet. Première position très technique, commentaire très technique de Jérôme. Nicolas, vous aussi, équipe de France? Top pour l'équipe de France. Flop ou pas? Parce que l'équipe de France sort de quelques années catastrophiques, le jeu est moyen. Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est mon top. Il y a Jacques Brunel aux commandes, c'est un peu le parce qu'on n'a rien à d'avant. perdre. On n'a rien à perdre. Si on perd contre l'Argentine, vu les résultats de ces 4 dernières années, on dira que c'est classique. Si on perd contre les Anglais, pareil. Les Français ne sont jamais aussi forts que quand ils ne sont pas attendus. Et on sent que dans le projet de jeu, là, ils sont vraiment concernés, ils sont sûrs d'eux-mêmes. On sent que les 4 mois de préparation aussi ont fait le boulot. Donc moi, j'y crois sur un match comme ça. Premier match, on va être frais face à des Argentins qui ont disputé le Super Rugby en plus. Je me dis qu'on a vraiment nos chances. Tout va se jouer contre l'Argentine quand même. Premier match de la Coupe du Monde, s'il y a une défaite d'entrée, c'est fini, c'est le retour à la maison. Il faut partir avec cette idée, oui, en effet. Et comme on a un joueur chez les 3/4... Encore Slimani, non. Damien Penaud. Je pense que Damien Penaud est l'un des meilleurs joueurs à son poste du monde. Et je pense qu'il fait des différences. Et j'espère qu'il en fera samedi matin. Après, Fofana est incertain. C'est lundi soir, c'est l'actu du soir. Fofana est incertain. Wesley Fofana est incertain. Et ça, au niveau du plan de jeu, ça peut peut-être nous faire mal. On a quand même le sentiment que cette équipe de France, depuis toujours, elle n'y arrive pas, globalement. Il y a eu 2 finales, la Coupe du Monde, 1987-2011. Entre, il se passe pas grand-chose ces dernières années, il ne se passe pas grand-chose. Les victoires dans le tournoi, elles remontent. Comment pouvez-vous être aussi optimiste, franchement? Parce que le côté, c'est l'équipe de France, le French flair, bon d'accord, mais enfin ça progresse aussi quand même. L'Argentine joue le Foundation depuis quelques années. L'Argentine est sur 9 défaites consécutives, non? Elle est sur une série terrible. Alors les Argentins, leurs statistiques sont faussées, parce qu'ils rencontrent très souvent les meilleurs, c'est vrai. Mais l'Argentine, j'espère que sa mêlée est Regardez ce tweet, Jérôme, je vous comprends, regardez ce tweet. Il y a des supporters qui s'inquiètent déjà. Ils pensaient que l'équipe de France de basket, la première déception suffisait, mais il a un peu peur lui aussi de France-Argentine. Il partage, vous non, vous ne partagez pas son inquiétude. Non, j'espère que l'Argentine est moins forte qu'on le croit, notamment au niveau de son 5 de devant. Donc moi j'espère que nous allons prendre le meilleur et l'emporter 18-16. Moi je ne donne pas de chiffre de score précis. Et si la France bat l'Argentine et que derrière se fait taper, comme on dit, un peu péjorativement face aux États-Unis ou au Tonga, ça aura servi à quoi en fait? J'y crois pas, c'est vrai que c'est très français ça, d'aller chercher une énorme victoire et derrière de s'écrouler, mais j'y crois pas trop parce que je pense que cette génération est prévenue et elle a tellement été dans le dur cette génération que comparé à nos dernières équipes qui participaient à la Coupe du Monde, on était sûrs de nous et pour le coup on faisait partie des favoris. Regardez ces photos, je vous coupe un instant Nicolas. Là les joueurs de l'équipe de France avec les Japonais, le soutien des Japonais peut-être pour les Français. On sent que c'est vraiment, on le voit sur les différents réseaux sociaux et les joueurs sont vraiment contents d'être là. La préparation a été longue, c'est une vraie fête cette Coupe du Monde. Et on n'a pas ce statut de favori qu'on avait lors des dernières éditions. Ça c'est certain. Et donc lors des dernières éditions, on est arrivé sur des matchs face à des supposées petites équipes où c'est vrai qu'on pouvait se permettre d'arriver relâché. Là cette année, ils feront pas cette erreur-là nos Bleus parce qu'ils vont être ultra concernés. Ils savent qu'il n'y a pas de petits matchs. Alors vous êtes optimistes tous les deux sur l'équipe de France. Un petit peu moins du côté de Serge Blanco, qui revient à l'actualité. Serge Blanco, l'ancien président de la Fédération française, l'ancienne icône, l'ancienne gloire du rugby français, vice-président, l'ancien président de la Ligue nationale de rugby. Où il a fait du très bon travail. Sommité du rugby français et qui, lui, est un petit peu plus inquiet. Il a sorti un livre cette semaine, Serge Blanco, pour qu'il rappelle un petit peu complètement sa carrière, mais pas simplement. Et avant d'aller un petit peu plus loin sur Serge Blanco, savoir s'il est un petit peu has-been, lui dit la prochaine génération, il faudra attendre cette prochaine génération pour être champion du monde, c'est-à-dire 2023. Quoi. Oui, c'est ce qu'on espère, mais moi je crois qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on forme moins de bons joueurs qu'avant. Nos jeunes joueurs ont du mal à jouer dans nos clubs, à cause sans doute d'un grand nombre d'étrangers. Et puis moi je pense que c'est ça la clé de tout, quoi. Tout simplement, nos talents n'arrivent plus à s'exprimer. Serge Blanco.
Juste en quelques mots. Non, mais je pense sur ce qu'il pense de l'équipe de France et après on va enchaîner sur Serge Blanco. Et je pense que c'est compliqué de se projeter maintenant dans le rugby actuel. Je pense qu'une Coupe du Monde, en plus, c'est tellement à part. On est tellement dans une bulle que dire on sera champion en 2023 parce qu'on a plus de talent, cette équipe-là, franchement, c'est très très dur de prévoir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à sortir des jeunes joueurs là qui ont un réel niveau international, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 5-6 ans, mais encore. Si on parle de Serge Blanco également, c'est parce qu'il est dans l'actualité. Il a sorti son livre la semaine dernière, Rebond favorable, sa carrière, on la connaît. Ce qui m'intéresse plus, c'est de vous entendre sur ce que dit Serge Blanco aujourd'hui de la gouvernance de la Fédération française. On sait qu'il a envie de se représenter, il sera sur une liste. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu has-been, Serge Blanco ? Écoutez, ce qui est un peu décevant, si on se met dans cette perspective, c'est que l'opposition à Bernard Laporte n'arrive pas à s'unir, n'arrive pas à se fédérer. Donc ça, c'est très décevant, oui. En effet, et Serge Blanco, auprès de certaines personnes... Ça parle encore, Serge Blanco, oui, dans le monde de mais rugby ? il représente un homme du passé. Ah oui, c'est le plus grand talent. C'est un homme du passé, vous dites ? C'est ce que pensent beaucoup de gens. Mais c'est un talent extraordinaire. Et moi, je regrette que les opposants à Bernard Laporte ne puissent pas se fédérer. C'est quand même de leur faute, non ? Alors moi, je suis la caution jeunesse de cette émission. Non mais oui, Serge Blanco est un immense talent, on le sait tous, un rugbyman qui a énormément apporté, un grand dirigeant et tout ça, mais est-ce que ça ne serait pas faire un petit peu du réchauffé que d'être président de la Fédé et d'avoir Serge Blanco à ce poste-là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Il ne sera pas tête de liste, après. Non, mais une opposition peut-être un petit peu plus jeune, dynamique, qui collerait avec le rugby actuel. Pour moi, là, je n'ai pas un argument du tout, parce que Serge Blanco, à la tête de la Ligue, a fait du très bon travail. C'est lui qui a construit la Ligue, qui a lancé la base du championnat professionnel, et il ménageait les petites équipes professionnelles à l'époque. Il n'a pas fait le jeu que des grosses écuries. Et pour ça, je lui suis assez reconnaissant. On va revenir au terrain, là, on sortir un peu des arcades de la politique fédérale pour parler top 14. Et d'abord, de La Rochelle. La Rochelle, si loin de Bordeaux. C'était en demi-finale il y a 4 mois, à peine, un peu moins de 4 mois, qui a battu Toulouse ce week-end, qui semble revenir à un visage un peu intéressant, Nicolas. C'est compliqué pour La Rochelle. Alors, c'est un petit peu le syndrome Rochelais, mais même depuis une saison et demie, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à rentrer dans leur match. Ils l'ont fait contre Toulouse. Par contre, on a vu quand même qu'un joueur comme Vincent Rattès, qui avait fait la prépa avec l'équipe de France, c'est lui qui fait basculer le match en deuxième mi-temps avec son talent individuel. Ils ont des joueurs qui ont une capacité individuelle hors norme, Retière, Rattez, Jérémy Saint-Zel, la ligne de 3 quarts, Winnie Antonio aussi devant qui est capable de faire des différences. Donc c'est une équipe qui a énormément de talent. Après, collectivement, ça ronronne un petit peu. Et Ronan O'Gara, cette année, depuis sa prise de position, qui a essayé de mettre en place un jeu très détaillé, on sent que les joueurs ont besoin encore d'adaptation. On ne passe pas comme ça facilement de garder un joueur. Moi, je suis très optimiste pour La Rochelle. La Rochelle va faire un très grand championnat, va être, je l'espère, invaincu à domicile. Moi, j'ai vu des choses formidables contre Toulouse. Une passe après contact de Winnie Antonio, magnifique. Rattez, n'en parlons pas. Et Retière, stratosphérique. Moi, j'ai bien aimé Ouest, l'ouvreur aussi. Sur les réseaux sociaux, les fans de La Rochelle, ils sont confiants, vous allez voir. Quelques tweets où on nous indique un petit peu qu'ils ont eu des arguments techniques, tactiques. De courage aussi, de valeur ancestrale du rugby, on va dire. Il en faut. Il en faut aussi dans ce sport. Pourquoi ce n'était pas le cas depuis le début de la saison ? Il ne mettait pas les mains dans le cambouis, pour parler un peu plus poliment que ce monsieur sur Twitter. Mais c'est vrai que La Rochelle, c'est une équipe qui s'est construite un petit peu avec Patrice Colazo et Xavier Garbajosa, qui avait une âme quand elle se déplaçait à l'extérieur et tout ça. Maintenant, c'est une équipe qui apprend à gagner, qui sait gagner, puisqu'elle a fait encore une demi-finale l'an passé. Il va falloir qu'ils soient concernés et qu'ils gardent cet état d'esprit qui faisait leur force, tout en rajoutant cette caution technique à leur jeu qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, c'est un début de saison un petit peu hésitant, mais je suis d'accord avec Jérôme. Je pense que La Rochelle va faire une grosse saison parce qu'à De Flandre, aller jouer à De Flandre, c'est quand même très, très compliqué pour les adversaires. Vous êtes optimiste avec tout le monde aujourd'hui, avec l'équipe de France, avec La Rochelle. Tout va bien. Non La Rochelle aussi. Une équipe qui a Rattez et Retière dans ses rangs n'est jamais battue d'avance. Et puis quand je vois les Toulousains tenter des drops en début de match, pour moi, c'est un aveu d'impuissance. Même si on réussit le drop par Zach Holmes. Donc moi, je pense que La Rochelle... Est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol quand même à mettre ? Parce que Toulouse, il manque beaucoup de joueurs. Ils sont en début de saison compliqué. Ils sont en bas de tableau, en bas de classement, comme le Racing. Est-ce qu'il n'y a pas un bémol à mettre quand même sur la victoire rochelaise ? Moi, je pensais que La Rochelle allait être prête beaucoup plus tôt en début de saison. Parce qu'ils ont très peu recruté cet été. Seulement 3 recrues. Sinon, le groupe est stable. Alors, il y a eu les joueurs qui sont partis préparer la Coupe du Monde. Mais globalement, c'est un groupe stable. Et c'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce que cette équipe retrouve rapidement sa dynamique de la saison passée. Pour le coup, ce n'est pas trop le cas. Ça ronronne un petit peu. Voilà, s'il y a le petit bémol à mettre... sur le jeu de La Rochelle depuis le début de saison, c'est ça. Et puis, c'est ces débuts de match aussi, où pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver la clé pour rentrer très fort dans le match.
Alors, il faudra surveiller le retour de Geoffrey Doumerou, blessé, qui a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'au niveau du top 14, il amène énormément à cette équipe. J'aime beaucoup ce joueur. Au niveau du championnat, il est très, très fort. Au niveau international, on dit parfois qu'il faut voir ce qu'il peut amener à l'équipe de France. Mais alors, au niveau du top 14, je le trouve très bon. Moi, je voudrais qu'on dise un mot. Alors, ce week-end, bien évidemment, les clubs de Nouvelle-Aquitaine ont été globalement assez performants. On a vu Pau, la section paloise, on a vu Bayonne, etc. Mais l'UBB, encore très, très, très surprenante, cette union bordelaise, bordelot-béglaise. Regardez ces images à la fin du match. C'est incroyable ce qui s'est passé à Chaban, parce qu'on parle de beaucoup de choses sur l'UBB, sa TC, super jeu, co-leader du top 14, mais cette espèce de communion, dès le coup de sifflet final, aller voir les supporters comme ça, sur l'initiative de Christophe Furios, c'est quand même assez incroyable. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on parle souvent des valeurs du rugby, alors maintenant c'est devenu un petit peu ironique même quand on parle des valeurs du rugby, mais je crois qu'on est en plein dedans. Je crois que Christophe Furios, quand il est arrivé, a tout de suite pris le pouls de ce groupe. C'est un véritable manager qui sait mettre cette équipe en confiance. Il n'y a pas eu là aussi un gros bouleversement sur l'effectif. Ils ont eu de réelles plus-values en tant que joueurs, comme Rémi Lamera, comme Alexandre Flanqueur. C'est incroyable cette scène. C'est incroyable cette scène quand même. On ne l'a jamais vu, non? Mais moi, je voulais dire, c'est le Nirvana, c'est sublime. Juste ça. Oui. Et c'était court mais efficace. Non, mais c'est incroyable parce qu'en termes de management, en termes de. Pas de communication, on n'est pas dans la communication, mais en termes d'union, de management, de partage avec les supporters. On voit Laurent Marty, le président, on voit Christophe Furios, évidemment, le manager. Mais il se passe quelque chose. En retrait. C'est exactement il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose dans ce club. Les dernières saisons, on sentait que ce groupe avait du potentiel, mais que justement, il n'y avait pas cette petite étincelle. Et cette année, on l'a ressenti tout de suite sur les premiers matchs, sur les discours des joueurs, en conférence de presse d'avant-match, d'après-match. Il se passe quelque chose avec ce groupe. Et en termes de potentiel, on avait déjà vu le recrutement de l'année dernière, c'est une équipe qui a les qualités pour aller faire quelque chose, clairement dans ce top 14. Donc si mentalement ils sont prêts, avec un guide comme Christophe Furios qui peut les tirer vers le haut, je pense qu'ils peuvent aller très loin, très très loin. Alors en Pro D2, il est peut-être en train de se créer quelque chose, de se passer quelque chose à Biarritz, qui a obtenu hier une victoire convaincante face à Oyonnax, qui était leader avant cette journée. Biarritz qui a connu un début de saison un peu compliqué, 2 défaites, une victoire, deuxième victoire hier. Ça aussi, ça peut être fondateur d'une saison intéressante pour le BO, qui a mis beaucoup de moyens sur la table, qui est ambitieux et qui, pour l'instant, cale toujours en Pro D2. Il faudrait regarder, ils sont entre 8 et 10 millions, le budget. Il faudrait regarder combien ils se situent dans la hiérarchie. Moi, je crois que Biarritz, c'est une tradition. Je crois quand même qu'il y a des dirigeants assez ambitieux qui veulent clairement remonter. Et moi, j'ai vu des belles actions hier. Et moi, j'aime beaucoup Ruffnac et Ouattremé, qui sont revenus. Et Ouattremé, qui était un pilier, qui était passé par Biarritz, qui était à Montpellier, il était en train de devenir numéro 1 au poste à Montpellier. En top 14, il avait déjà signé à Biarritz. Mais il a tenu sa parole, il revient à Biarritz. Je pense que ces hommes vont amener Biarritz dans le top 6 du Pro D2. Après, il faut connaître tous les concurrents pour avoir une idée plus précise. Il faut être honnête. Mais moi, je pense que Biarritz est dans le top 6 Pro D2. Vous aussi, Nicolas, vous pensez ça ? Compliqué de le dire parce que la Pro D2, c'est devenu un championnat d'une telle densité, même niveau que le top 14. On voit très très peu les petites équipes de championnat, peut-être les promus qui ont du mal à s'intégrer dedans, mais et encore, il y a des promus qui montent maintenant avec des moyens assez colossaux. Ce qui est sûr, c'est que Biarritz fait un début de saison, on va pas dire en demi-teinte, mais 2 victoires à la maison, 2 défaites à l'extérieur. Voilà, c'est plutôt classique. Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que les dirigeants sont ambitieux. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour Biarritz ? Est-ce que les dirigeants, s'ils ne montent pas rapidement pour retrouver le top 14, vont continuer à s'impliquer autant financièrement? Surtout que Bayonne est bien en top 14, deuxième saison. Absolument. On aimerait revoir les deux clubs séparément, dans l'élite. Donc voilà, il faut attendre de voir. Au bout de 4 journées en Pro D2, c'est tellement dur de dire ils vont être dans les 6 ou pas. Moi, je pense que la victoire face à Oyo va leur faire un bien fou. Il y avait la joie dans les vestiaires. Le compte c'était le leader, on le rappelle, c'était le leader. Ils ont battu le leader. 30 à 12, nette victoire face au Oyonnax. Beaucoup de joie là encore dans le vestiaire à l'issue du final. Beaucoup de joie, ou un soulagement. Petit bémol, la blessure de leur capitaine Hewitt, c'est ça. Les gens qui suivent de près le BO me disent qu'il est très important. Donc, de la joie ou du soulagement? Moi, je pense que c'était un peu de soulagement quand même, vu le début du championnat. Je pense qu'il y avait ça, il y avait cette pensée dans les cerveaux de c'est le match référence pour l'instant. Les supporters biarrois sur les réseaux sociaux, évidemment, félicitaient les joueurs. Alors, on n'est qu'à la 4e journée et on va voir ces images dans le vestiaire du BO. Il y a de la joie, j'insiste là-dessus, mais on a l'impression qu'il y a aussi du soulagement. D'avoir battu le leader, de se dire, on rétablit un petit peu la balance des victoires et des défaites pour éviter de s'enfoncer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans une petite crise sportive. Oui, parce qu'après, c'est des clubs historiques. Alors, donc, vous avez une pression que vous n'avez pas à Carcassonne, vous n'avez pas à Aurillac. Et puis, vous avez affiché vos ambitions en début de saison. Vos ambitions sont affichées, vous les avez claironnées sur tous les toits, donc il faut assumer en début de saison. Et c'est vrai que pour les joueurs, il y a toujours une pression supplémentaire sur des clubs qui disent on va jouer la montée en fin de saison, on y va pour jouer la montée. Donc c'est vrai que battre Oyonnax 30 à 12 avec le bonus,
chape de plomb qui s'enlève un peu des épaules des joueurs. Et moi, je suis très heureux pour Matthew Clarkin. Enfin, si les résultats se prolongent, c'était une personnalité très sympathique lorsqu'il était à l'UBB. Moi, j'aimais bien le fréquenter. On va terminer cette émission par un sujet beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et beaucoup plus, pas important, mais quand même qui concerne beaucoup de gens. Depuis ce week-end, dans les catégories de jeunes, catégories amateurs jusqu'en fédéral 2, changement des règles du plaquage, interdiction de plaquer au-dessus de la taille, interdiction de plaquer à 2. Et pour le porteur du ballon, il faut qu'il reste droit au moment de l'impact. Est-ce, messieurs, non pas la fin du rugby, mais la fin du plaquage, arme essentielle de ce sport? On rappelle tout de suite qu'en dernier, il y a eu des drames sur les terrains, il y a eu des accidents, il y a eu malheureusement des décès de joueurs. Est-ce que ça dénature le rugby ou pas, malgré, bien évidemment, ce très gros problème de sécurité? Mais non, parce qu'on revient à l'ancienne conception du plaquage, où on pensait qu'il fallait toujours plaquer bas. Plaquer aux jambes. Voilà, plaquer aux jambes, et après l'évolution a fait qu'on a plaqué de plus en plus haut, et on a plaqué à 2, ce qui existait très peu autrefois. Donc on revient à un ancien rugby, mais moi j'ai peur que les gabarits hors normes soient trop avantagés. Alors visiblement, les premiers retours, c'est les joueurs sont un petit peu déboussolés, les coachs, les arbitres aussi, parce qu'ils ont presque envie de siffler 40 fois par match. Il va falloir un temps d'adaptation, Nicolas? C'est sûr, il va falloir un temps d'adaptation. Déjà, techniquement, il va falloir retravailler le plaquage dans les écoles de rugby parce que c'est vrai que depuis 20 ans, Jérôme le disait, on avait pris l'habitude de plaquer aux épaules pour qu'on puisse plus libérer le ballon et supprimer tous les offloads, ralentir le jeu. Désormais, il n'y aura plus ça, donc il va falloir aussi que les équipes en défense s'adaptent. Donc, retravailler la technique du plaquage dans les écoles de rugby, c'est déjà fait énormément, mais quand même, on sent que chez les éducateurs, il va falloir vraiment mettre l'accent sur ça. Ça va être un gros cheval de bataille. Et puis les joueurs vont devoir s'adapter. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont fait du plaquage leur créneau, qui vont vraiment falloir devoir s'adapter. Donc c'est des mesures de la Fédération internationale, de World Rugby. Est-ce qu'il fallait simplement les laisser au niveau amateur ou les instaurer aussi au niveau professionnel? Non, je préfère. Parce qu'ils sont mieux préparés, les joueurs au niveau professionnel, c'est pour ça? Ouais, alors là, je ne saurais pas. Là, on peut. Physiquement, je parle. Ouais, on peut entendre tout et son contraire. Ils résistent un peu mieux à l'impact. Parce que moi, j'ai très peur que au niveau amateur, des gabarits hors normes qui soient là traversent le terrain, qui soient inarrêtables. Voilà, j'ai peur de ça, c'est ce qu'on me dit, comme ça, les premiers observateurs me disent ça. Donc moi, je suis dubitatif, mais... Il fallait faire quelque chose quand oui, même. Parce que bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Ces drames sur les terrains, c'est pas Notre possible. sport devient effrayant. Parce que même au niveau amateur, on voit quand même des gabarits qui sont monstrueux et il fallait protéger absolument les joueurs. Ça, c'est sûr. Donc ces mesures de World Rugby, est-ce qu'elles sont bonnes? On verra par la suite, il faudra du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait changer quelque chose. Ils ont visé le plaquage et les techniques de plaquage, pourquoi pas? On va attendre de voir. Mais bon, est-ce que le jeu ne sera pas plus spectaculaire, justement, si, comme vous dites, les joueurs traversent le terrain, on voit plus d'essais, plus de spectacles, moins de dangers potentiels pour ceux qui le jouent? Je ne sais pas ce que signifie le mot spectaculaire, moi. Je ne sais pas ce que ça signifie. Vous êtes adepte des matchs gagnés 16-13 sous la pluie le 19 décembre? Le 19 décembre, oui. Avec du vent? Oui, voilà. D'accord. Pas de spectacle moi, côté Jérôme. je pense que oui. Je pense que ça va accélérer le jeu parce que les joueurs vont être plaqués sur le bas du corps. Du coup, ils vont pouvoir passer les bras. Si le soutien arrive rapidement, ça va jouer plus vite. Voilà. Donc c'est vrai qu'on risque de voir plus de vitesse. Après, on verra si ça bouleverse totalement la physionomie d'un match. Ça, j'en suis pas sûr. Un jour, chez les pros, ça, vous pensez que c'est possible ou pas? Non. Je l'imagine pas, mais... On voit quand même des équipes comme l'Angleterre. On a vu l'Angleterre du dernier tournoi, même les Gallois plaqués aux jambes. Parce qu'avant, on plaquait en haut du corps, faut dire, on bloque l'action. Attention, il y a une variante. On a vu les Anglais bloquer aux jambes. Coffrer. Alors les Irlandais arrivent à le faire, coffrer un joueur debout pour réquérer le ballon. Coffrer, c'est-à-dire vraiment l'enfermer. Et en le laissant debout. Comme ça fait molle improductif et vous récupérez le ballon en suivant. Donc le rugby est un sport, c'est ce qui fait sa richesse, qui évolue énormément. Donc c'est très difficile de prévoir à 5 ans ce qui va se passer. Non, moi je pense que chez les professionnels, je vois pas. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt, je pense. Et puis ce qui fait aussi la dimension de ce jeu, c'est sa dimension athlétique, sa dimension physique. Qui est de plus en plus forte chez les pros. Il y a des impacts de plus en plus violents, de plus en plus forts. Si on enlève ça, est-ce que ça va pas un petit peu dénaturer le jeu? Moi, je pense que si, quand même, chez les professionnels. Alors qu'on fasse des choses chez les jeunes, c'est bien normal. Mais quand on arrive dans un sport professionnel, tout s'adapte, tout change. Et voilà. Quelle est la difficulté fondamentale du rugby? C'est qu'avant, on pensait que quelqu'un de 110 kg ne pouvait pas courir vite. Et depuis 20 ans, on s'est rendu compte que les hommes de 110, 115 kg courent très vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, quoi. C'est quelque chose qui est très difficile à contrer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on en parlera. Prochain épisode, prochain match, prochain Petit Pilier. Merci, messieurs, d'avoir joué ce soir. Le Petit Pilier rentre au vestiaire pour ce lundi soir. De retour la semaine prochaine, lundi, ce sera avec Pascal Judas. Belle soirée sur Noah. À bientôt pour parler Oval.